Bonjour et bienvenue dans un nouvel espace de Heal the World, une conversation en duo. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Célia Dauphin, la fondatrice de l'Odyssée Fertile. Célia que j'ai eu le plaisir de rencontrer physiquement il y a plusieurs années. Et il y a quelques jours, j'ai une amie à moi proche qui me propose de nous mettre en lien et je m'aperçois que tu as une story, Célia, à propos de ce dont tu vas nous parler, qui est l'accompagnement des professionnels de santé en lien avec la PMA. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Célia, et bienvenue. Merci beaucoup Barbara, je suis, ravie de passer, ce moment avec toi et avec, tous, celles et ceux qui nous écouteront. Célia, j'ai posé en quelque sorte un petit peu le comment moi je t'ai rencontrée. Alors c'était d'abord une soirée, en en l'honneur des femmes, je crois. Ça remonte à assez loin. Je me souviens que j'avais fini la soirée avec, des talons et Exact. et et dans le corps. Nous nous étions prêtés à un exercice, intéressant, celui de connecter avec notre féminité. C'est finalement par ce biais-là que je fais ta connaissance, mais je serais curieuse aujourd'hui que tu nous partages la spécificité de ton espace, de ton univers et de qui tu es. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on s'était rencontrés dans le cadre d'un apéro révèle que, j'ai cofondé, enfin que j'avais cofondé parce qu'aujourd'hui ce projet n'existe plus, mais, c'était un très beau moment, ces moments-là autour de révèle. Donc on avait fait un apéro, danse, qui était très chouette. Donc, c'est vrai que c'était chouette de t'avoir rencontré à ce moment-là. Comment je me présenterais aujourd'hui? Je suis thérapeute, spécialisée donc dans l'accompagnement, des femmes en parcours, PMA, en désir d'enfant et tout autour de fertilité. Ce projet naît de mon expérience personnelle pour, devenir mère et de tout ce que ça a engendré chez moi comme questionnement existentiel, bien au-delà, du corps et bien au-delà du médical. Et c'est parce que, j'ai pu, moi, me poser, plein de questions sur, qui j'étais, comment faire, comment être dans ce projet, comment traverser toutes ces étapes que j'ai créé l'Odyssée Fertile et que j'ai voulu, m'entourer de professionnels experts dans leur domaine pour répondre aux questions, en fait, des femmes et pour pouvoir les accompagner dans tout ce qu'elles sont, sans, laisser, de vide dans la raquette, de trou dans la raquette. Parce que je crois qu'aujourd'hui dans ce parcours-là, on est très focus sur le corps, très focus sur le médical et je suis intimement convaincue que, qu'il est important de s'accompagner bien au-delà, avec tout ce qu'on est et toute notre existence et tout ce que ça vient chambouler en fait, hein, dans notre vie. Donc c'est pour ça que j'ai créé aussi une plateforme pluridisciplinaire, une communauté de femmes où règne la sororité et l'entraide, avec l'accès à des outils, l'accès à des experts et ben, pour ne pas rester seule et hem ne pas rester seule et surtout avoir la possibilité d'aller piocher des outils, accéder à de l'info qualifiée et apaiser aussi notre mental, et nos émotions, dans ce parcours. Qui je suis? Ben je crois que je dirais, j'aime bien me présenter comme, spécialisée en libération psycho-émotionnelle. J'aime bien, libérer les choses, débloquer, les nœuds inconscients pour, permettre aux femmes de trouver l'alignement. C'est aussi un petit peu, ce qu'on faisait dans le cadre de Révèle, là où tu étais venue. Trouver l'alignement pour pas se perdre dans les épreuves de la vie. Alors là, moi, j'ai choisi la PMA, le désir d'enfant, mais finalement, ça pourrait s'appliquer à plein d'autres sujets. Je trouve que c'est une très belle intro parce qu'elle me permet de faire le lien avec finalement, d'où je viens. Et tu vois, pour moi, les passages, que ce soit celui de la naissance, que cela soit aussi, celui de la mort, ou de la fin de quelque chose, c'est souvent des espaces dans lesquels, il se passe énormément de choses, en particulier du point de vue des pensées, du point de vue, de tout le monde intérieur et même extérieur. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, hem et c'est, je crois, des espaces qui invitent aussi à des changements, à des transformations, à prendre le temps de regarder finalement, ce qui est OK de ce qui ne l'est pas. Moi, ça a été un j'ai perdu mon mari en 2018, et ça a été mon moyen à moi d'entrer dans ces espaces de tu parles de réalignement, mais en tout cas d'écoute, profonde de ce que je suis et de ce qui m'anime et de la vie à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je rencontre des femmes qui sont beaucoup en lien avec la naissance, donner naissance ou vouloir donner naissance, et ça s'accompagne aussi de ces changements de trajectoire finalement.
Ce que j'avais envie de te proposer, là, en lien avec, ce que tu offres, c'est aussi de ramener ton parcours et ton histoire, l'histoire de la femme que tu es parce que tu as donc un parcours, particulier. Tu passes finalement d'actrice de ta santé, de ton parcours, à quelqu'un qui va devenir finalement experte, qui va se spécialiser et qui va finalement se retrouver à plonger dans cet environnement pour peut-être aussi prendre soin des personnes, là où toi, tu as peut-être eu des besoins qui ont pas été, nourris ou honorés. Voilà. Merci pour ces questions parce que, elles font beaucoup de sens et elles font du sens aussi avec, ce que tu racontais avant, parce que dans ce sujet de la PMA, c'est pas que donner naissance, l'envie de donner naissance en fait, moi, j'accompagne beaucoup le deuil, en réalité, dans ce parcours-là. Et je crois que c'est à travers tous mes deuils à moi aussi que c'est fondé Odyssée fertile parce que, rentrer en PMA, c'est faire le deuil d'une grossesse naturelle, c'est faire le deuil d'un timing idéal, c'est faire le deuil des fois d'une relation de couple pour, les femmes, qui rentrent, qui sont en parcours solo. C'est faire, le deuil, de des pertes, hein, des embryons qui s'accrochent pas, faire le deuil des fois, de voilà, de grossesse arrêtée. Enfin, il y a plein de deuils, en fait et j'accompagne beaucoup le deuil et je crois que je réalise maintenant avec le recul que c'est tous ces deuils que j'ai dû traverser dans mon parcours qui m'ont menée à ce projet, plus que la naissance, parce que je suis maman d'un petit garçon de 6 ans grâce, à la PMA. Mais je crois que c'est plus finalement le deuil que, la naissance qui m'a amenée à ce projet-là parce que c'est dans ce deuil-là qu'on est traversé par plein de choses et qu'on se transforme aussi, tu en parlais très bien, hem et qui m'ont amenée à avoir besoin d'outils que j'ai pas eu en fait et qui m'ont donné envie en fait de transmettre. Donc moi mon histoire c'est, une histoire, finalement, que de beaucoup de femmes aujourd'hui, où, je avec, mon conjoint qui est maintenant mon mari, on décide, d'agrandir la famille et on est prêt, voilà, à devenir parents et finalement, ça se passe pas comme prévu. On attend, les cycles passent, et puis ce bébé, arrive pas, ne s'incarne pas en tout cas et donc on rentre dans un process médical, où on va chercher des explications et cetera et on nous pose diagnostic d'infertilité inexpliquée et déjà là, ce diagnostic-là de, en fait, tout va bien et pour autant ça marche pas, va moi me plonger dans une quête de sens, en fait, de, pourquoi? Pourquoi ça nous arrive à nous? C'est quoi le problème? Je comprends pas parce que biologiquement tout va bien et finalement ça marche pas donc est-ce qu'il y a pas autre chose qui bloque? Donc là, je vais rentrer moi dans une démarche, thérapeutique avec, plein de pratiques alternatives pour essayer de comprendre pas tant ce qui se passe dans mon corps parce que du coup la médecine me dit que c'est OK, mais plutôt, ce qui se passe dans ma tête et dans mes émotions pour me dire: «Mais est-ce qu'il y a pas quelque chose ailleurs qui fait que, en fait j'ai envie mais peut-être mon process, psychologique, me dit, non quoi». Donc, moi je vais rentrer là-dedans avec une quête de sens, une quête, d'aller chercher des intervenants pour m'aider en fait, là-dedans, et c'est de là, hein, je crois que moi, naît les prémices de ma pratique, voilà, de thérapeute parce que je vais avoir envie moi parce que je trouve pas vraiment en fait, je trouve pas vraiment de lieu, d'espace pour, qui me conviennent où je peux vraiment processer, où je peux aller au bout, de quelque chose donc c'est de là où moi je vais avoir envie de proposer en tout cas un espace sécurisé dans lequel on est spécialisé dans la problématique du désir d'enfant parce que je vais voir plein de monde, mais en fait je me rends compte que la PMA on connaît pas quoi. On connaît pas, infertilité inexpliquée, on comprend pas, donc je dois beaucoup expliquer. Je dois du coup beaucoup, vulgariser alors qu'en fait j'ai pas envie de faire de pédagogie à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai envie d'en faire, mais à ce moment-là, j'ai pas envie de faire de pédagogie, j'ai juste envie qu'on m'aide. Donc je rentre dans ce process-là, un process qui est long, qui est périlleux, qui
qui pose plein de questions et aujourd'hui, je me rends compte à quel point ce process, il est existentiel parce que il va toucher à, bien sûr, ma relation de couple, à la question de la filiation, à la question de la place dans la famille, à la question de ma lignée de femme, à ma relation à mes parents, à mes croyances, à ma place dans la société, à mon rapport au travail, bien plus en fait que juste la biologie, de la physiologie. Et aujourd'hui, je trouve qu'on aborde ce sujet de la fertilité beaucoup sous l'angle du cycle menstruel, de la physiologie, de la biologie, ce qui est très bien, mais c'est pas que ça, c'est vraiment pas que ça. Et c'est ça que j'ai envie de porter et donc toutes ces questions qui m'ont moi traversée, sont les prémices, sans le savoir à ce moment-là en tout cas, de mon projet et puis, arrive à un moment donné un gros choc professionnel pour moi. À l'époque, je suis juriste en droit de la santé. Je travaille dans une fédération hospitalière, j'ai un parcours assez classique, voilà, j'ai voulu dans ma fédération et cetera. J'ai une promesse, d'embauche, pour, voilà, dans, un hôpital et cetera et en fait, il y a un gros couac politique qui fait que tout explose. Tout ce en quoi j'avais confiance et ce en quoi, hem, je m'étais projetée, tout part à la volée. Vraiment, tout part à la volée et c'est pour moi, je suis dans un conflit de loyauté pas cool. Enfin, je suis vraiment dans quelque chose qui me remue de l'intérieur, où je me dis: «Mais en fait, qu'est-ce que je fous là?» Vraiment, je me dis: «Qu'est-ce que je fous là?» Je suis pas alignée, je travaille avec des personnes, avec qui je suis plus alignée. Je sais pas, je sais pas ce que je fais assise à cette table, je comprends plus, en fait, il y a plus de sens. D'un coup, il y a plus de sens, alors que c'est un boulot que j'ai adoré, dans lequel je me suis beaucoup investie, qui m'a beaucoup, appris et d'ailleurs, qui me sert beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui. Et là, d'un coup, je me retrouve, plus à ma place, du tout. Et c'est à ce moment-là que je tombe enceinte, en fait. C'est à ce moment-là que je tombe enceinte parce qu'il se passe un truc dans ma tête. Je crois qu'à ce moment-là, je me dis: «En fait, je lâche». Ce fameux lâcher prise dont on parle beaucoup, qui est très mal défini, en fait, on aura peut-être l'occasion d'en parler là. À ce moment-là, je me dis: «Mais en fait, il y a plus de sens. En fait, ton énergie là, tu le mets dans un boulot qui te va pas. En fait, pense à toi». Et c'est à ce moment-là, en août, du coup 2019 que mon transfert marche et en fait, je rentre dans une année où je vais juste, profiter de ma grossesse, où le travail sera plus que secondaire, je vais être connectée à mon bébé, à ce que je vis à fond, à mon accouchement. Il y a le covid en plus qui arrive par là, donc qui en plus me ramène dans mon foyer. Donc en fait, moi je vis ma meilleure vie à ce moment-là, parce que j'ai un mari qui se déplace beaucoup et finalement on se retrouve tous les 2 à la maison, à cocooner, à préparer l'arrivée de ce bébé, que j'ai tant attendu, même si, voilà, finalement, l'histoire fera que pas j'accouche seule parce que mon mari est là, mais je passe, les à la maternité, toute seule, mais en fait, c'était trop bien. Enfin voilà, je tout ça, en fait, me ramène vraiment, à ce que je vis et et je crois que je me rends compte, en fait, au moment d'accoucher, au moment où j'ai mon fils dans les bras, où je me dis: «Mais en fait», je réalise tout ce que j'ai vécu à ce moment-là. Tout ce que j'ai vécu avant, en fait. Parce que quand on est dedans, je crois qu'il y a ce côté où on est dedans, quoi. Donc on avance, on avance. Moi, j'ai ce côté un peu, combatif, donc voilà, j'y vais, j'y vais, j'y vais et au moment où on me pose mon fils, je me dis: «Mais waouh, en fait, tout ça pour vivre ce moment-là, c'est extraordinaire» et à la fois, je me rends compte de la difficulté de l'épreuve aussi, et ça me fait prendre conscience, de beaucoup de choses. Et ça me mènera après à passer le cap de me dire: «En fait, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai traversé, le fait de plus être alignée dans mon projet, professionnel, le fait de plus me sentir à ma place me donne envie de me dire: "OK, mais en fait ma place elle est où? Ma place c'est quoi?"» et j'ai cette petite phrase qui résonne dans ma tête ou qui me dit, «Pas tout ça pour rien, pas tout ça pour rien» et qui me donne envie de transformer l'essai, pour les autres. Waouh! Merci beaucoup pour, ton partage qui est, vibrant. J'ai tout mon corps qui frissonnait quand tu partageais ce que tu as expérimenté, ce que tu as vécu. Enfin, on sent vraiment que, tu vois, c'est encore très, très puissant dans ce que tu portes. Moi, ce que j'entendrais en lien aussi, c'était ce travail identitaire.
En fait, c'est existentiel, c'est fondamental et fondateur, mais c'est vraiment comment est-ce que tu reconsidères toute ton identité? Tout à l'heure, je te pose la question de qui tu es, qui est toujours une question avec laquelle, bah, c'est plus ou moins confortable de répondre parce que tu as l'impression de devoir, résumer, ce que tu es en quelques mots et que tu veux pas en oublier. Mais finalement, l'essence de ce que tu partages là-dedans, moi, je trouve que c'est, ouais, c'est capital, en fait. Ce processus-là, cette identité avec laquelle tu es aujourd'hui. Quand je te disais: «Je sens la vibration de ce que tu portes», je comprends aussi que, à un moment, c'est tellement précieux pour accompagner, heu, bah, des femmes et des couples aussi. Fondamentalement, je pense qu'on a besoin de personnes, qui sont en lien de la santé, mais qui sont aussi en lien de l'expérience et qui, bah, oui, qui transforment l'essai quelque part et qui se saisissent de la matière, pour créer quelque chose. Pour moi, le ce dont tu parlais, ce parcours-là, il a une connotation très, santé, mais connoté masculin, tu vois? Des dimensions de contrôle, de rigidité, des protocoles, des actions, de mettre en place, des tâches, d'avoir un objectif et en fait, j'ai la sensation, moi j'ai pas été, j'ai pas encore enfin j'ai pas encore, je sais pas si je traverserai ou pas cette étape-là, mais il y a cette dimension de c'est très précieux que ça existe, mais comment est-ce qu'on fait pour ramener du soin, de la compassion, de la douceur, enfin du féminin aussi là-dedans? Parce que mais c'est aussi un c'est aussi une étape de vie en fait, c'est pas que un process médical. Et peut-être qu'on peut parler là de contrôle et de lâcher prise. C'est ce que tu as commencé à nommer et je pense que ça fait beaucoup de sens dans cette conversation. Juste, c'est marrant parce que du coup, tu m'as ramené à quelque chose. Quand tu m'as dit je t'ai demandé, qui tu étais, en fait, je me suis rendu compte que je t'ai parlé finalement, uniquement de ma posture professionnelle et de mon parcours. Mais parce que ça fait éminemment, partie de qui je suis, ce parcours et en même temps, je rappelle tout le temps aux femmes qu'elles ne sont pas que ça. Voilà. Du coup, ça m'a fait rire d'un coup de m'entendre en écho, de me dire: «Ouais, mais en fait, tu t'es présentée qu'à travers, ce prisme-là» et tout à fait, parler de lâcher prise et de contrôle. Hem, je crois, aujourd'hui, notre société nous amène beaucoup dans le faire. On est beaucoup dans le faire et donc quand on rentre dans ce parcours-là, on va rentrer encore plus dans le faire parce qu'on a envie de ce bébé, on veut ce bébé-là, donc on se demande: «Qu'est-ce que je dois faire pour, bah, faire en sorte qu'il arrive. En plus, quand on a des pathologies qui sont posées, donc voilà, moi, infertilité inexpliquée, je me dis: «OK, bon, ben, c'est quoi ma solution si c'est pas à travers le corps ou la biologie?» Si on a un SOPK, l'endométriose ou même une infertilité masculine, hein, la question première des femmes, c'est: «Qu'est-ce que je peux faire?» Et donc là, on va rentrer dans quelque chose de l'ordre du contrôle, de voilà, de qu'est-ce que je peux faire? Donc l'alimentation, l'hygiène de vie, le sport, les compléments, le, le tout lire, les examens, les hormones, le cycle, tout comprendre, pour faire bien. Faire plus, faire bien, pour mettre toutes les chances de son côté. Ça a quelque chose de qui peut être positif parce que ça nous raccroche à quelque chose sur lequel on a l'impression qu'on a le pouvoir d'agir et en même temps, sur ce, sujet-là, il y a tellement de choses qui sont incontrôlables, qui nous échappent, qui sont de l'ordre, donc de l'univers, du destin, de voilà, de ce en quoi on croit en tout cas et du coup, ça peut nous faire perdre pied. Cette dimension de l'impuissance et de l'incontrôlable. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui tombent dans l'hyper-contrôle. Dans l'hyper-contrôle parce que, bah, elles vont tout faire, tout chercher et en même temps, on ne tient pas dans la durée, dans l'hyper-contrôle. Parce que la PMA, c'est courir un marathon sans avoir de ligne d'arrivée, on ne sait pas quand ça va marcher, si ça va marcher, combien de mois, combien d'années ça va prendre parfois et être dans l'hyper-contrôle tout ce temps-là, en fait, on s'épuise. On s'épuise. Moi, souvent, ce que je leur dis, c'est pour moi le lâcher prise, c'est pas arrêter de faire, c'est pas arrêter de penser, c'est mettre son énergie au bon endroit. Mettre son énergie sur des choses sur lesquelles on a le pouvoir d'agir réellement et arrêter de mettre son énergie sur des choses qui nous échappent et pour lesquelles, de toute façon, on n'y peut rien. C'est en ça où, en fait, on lâche prise. Quand on se dit: «OK, j'accepte qu'il y a des choses que je ne contrôle pas». Parcours, beh, voilà, il y a, un facteur hormonal qu'on va pas toujours contrôler, les rendez-vous, est-ce que mon endomètre va être bien? Est-ce que voilà, tout ce qui est le facteur biologie, on peut aider, on peut influencer, mais on peut pas contrôler. Par contre, il y a plein de choses qu'on peut contrôler.
Alors OK, on peut mettre son énergie sur l'alimentation, le sport, mais aussi et souvent, moi, ce que je leur dis, c'est: «Le bon endroit, c'est vous, en fait». C'est aussi ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, vos passions, ce qui vous donne, voilà, ce qui vous fait ce qui fait d qui vous êtes, quoi. Alimentez votre chemin d'autres choses aussi, parce que vous n'êtes pas que ce parcours-là et c'est important de se reconnecter à qui vous êtes et ce que vous aimez dans la vie et autorisez-vous, à voyager, à dessiner, à faire le sport que vous aimez, à voir vos amis si vous en avez envie, à rien faire si vous en avez envie, et à remettre son énergie au bon endroit donc moi, quand je parle du contrôle, c'est pas grave de vouloir contrôler un petit peu, mais c'est aussi important de se dire: «OK, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas et où est-ce que je mets mon énergie?» Parce que toute l'énergie que l'on perd finalement à mettre son éner à focuser sur des choses qu'on ne contrôle pas, bah, c'est de l'énergie qu'on perd ailleurs. Donc c'est important de se dire: «OK, où est-ce que j'ai envie de me concentrer?» Et ça peut bouger, hein, on peut avoir envie à un moment donné d'être focus sur son hygiène de vie, si ça nous fait du bien, c'est OK. Mais par contre, quand on voit qu'on est épuisé, que c'est plus aligné, on a le droit de lâcher ça et de dire: «OK, maintenant je vais mettre mon énergie sur autre chose». Je crois que c'est important, vraiment, de prendre conscience dans nos vies, hein, et dans ce parcours-là et ce parcours-là, il nous ramène beaucoup à ça quand même, parce qu'à un moment donné, on a tellement envie de contrôler, mais on voit que c'est tellement épuisant qu'on se perd aussi dans cette quête de contrôle, que ça nous demande de nous réaligner quoi et de nous dire: «OK, bon en fait là je suis épuisée, j'en peux plus et en même temps j'ai pas envie de lâcher ce projet donc comment j'avance avec ce projet, mais avec qui je suis, en mettant mon énergie au bon endroit?» Et pour moi c'est ça le lâcher prise. Ça fait écho à une conversation que j'ai partagée avec, une jeune femme qui avait ce désir et qui traversait un parcours, pas facile et je lui avais demandé, «Est-ce que tu te sens en vie?» Tu sais, «Est-ce que tu te sens vivante?» Je crois qu'elle était un peu démunie avec ma question, parce que j'ai des questions particulières parfois et je lui avais proposé peut-être simplement de prendre un temps pour reconsidérer ce qui lui permettait dans sa vie de se sentir vivante, parce que finalement c'est aussi très vivant comme processus et ça nous confronte à ces 2 polarités de la vie et parfois de la fin de vie. Il y a vraiment quelque chose qui se joue là-dedans, mais de ramener de la présence sur comment est-ce que je me sens? Où est-ce que je me sens vivante? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait plaisir indépendamment de ce projet-là et de ramener, du sens et de la s d'essence aussi, de reconnecter avec, le plaisir quand il y en a, la, la tendresse, enfin ramener vraiment quelque chose de l'expérience parce que, pendant ce temps-là, il y a du temps qui peut vraiment être habité et on n'a effectivement pas la main sur la finalité, mais comment est-ce qu'on a envie de se raconter peut-être, cette histoire? Est-ce qu'on a envie d'avoir été, complètement, dans ce focus et c'est OK, enfin, il y a pas de jugement là-dedans, mais simplement peut-être prendre soin aussi de comment je m'accompagne dans ces espaces-là qui sont de toute façon, des espèces de machines à laver. Tu passes par tellement d'expériences intenses. L'impuissance, tu l'as nommé, peut-être que ça fait un lien aussi avec une forme d'injustice, avec de la colère, avec du désespoir. Enfin, il y a vraiment tout un tas d'émotions. Tu as envie de rebondir peut-être là-dessus? Ouais, juste sur la dimension de l'attente, en fait. Parce que souvent, dans ce parcours, l'attente, c'est notre pire ennemi, hein, parce que il y a des gros moments d'attente entre les protocoles. Des fois, on attend de faire des examens, on attend, d'avoir un go du médecin pour attaquer un protocole et souvent, on a l'impression que dans ces moments d'attente, il se passe rien et souvent, on est figé. On est figé, on attend et d'ailleurs, ça fait l'objet de la newsletter, qui sort, aujourd'hui sur ce sujet-là. Alors qu'en fait, dans cette attente, je trouve que c'est là qu'il se passe tout, en fait. Parce qu'à l'échelle du temps existentiel, le temps médical, il est tout court. Alors que dans ce moment d'attente, c'est là où on reprend de l'énergie, c'est là où on s'occupe de soi, c'est là où on met son énergie ailleurs, c'est là où on remet du vivant, on remet du mouvement, et en fait, on remplit son réservoir pour justement être en capacité de repartir dans ce protocole médical et dans ce temps médical qui est très court, très intense finalement et donc moi j'aime bien leur rappeler ça en disant: «Non, en fait là l'attente, tu pas obligé de rester figé. Mets-toi en mouvement, fais des choses, pense à toi justement. Nourris-toi de ce qui t'anime, de ce qui te fait du bien pour quand tu vas repartir, être remplie et être pleine, de voilà, d'énergie pour pouvoir y rattaquer».
et souvent on prend pas conscience de ça. Dans cette attente, on est dans notre sentiment d'hyper-contrôle, dans l'impuissance, on est noué, on est mal. Alors que finalement, c'est dans ce moment-là où on peut lâcher quoi, on lâche et pour pouvoir y retourner. Donc ça fait sens, ce que tu me disais. Ça fait écho à la façon dont moi je l'ai pas nommé, mais le lâcher prise, j'ai vraiment cette sensation que c'est une dimension d'accueil et d'espace. Tu vois, c'est être suffisamment, au clair avec le fait que tu puisses être, hem, présente à des dimensions de vide, des dimensions d'espace et ramener de la sécurité. Je trouve que l'espace que tu proposes, donc en lien avec une communauté, c'est plus facile parfois de le faire à plusieurs, de se sentir soutenu dans ces moments de présence parce qu'on n'est pas vraiment habitué, hein, aujourd'hui à avoir, du temps et à le considérer et à en prendre soin. Il y a vraiment cette dimension de: «OK, bah, alors qu'est-ce que» de la même façon que tout à l'heure j'en parlais, c'est comment est-ce que je me fais vivre cet espace, cette attente? Ça fait écho à une situation que l'on m'a partagée d'une femme, qui aujourd'hui veut pas, ce parcours-là. En fait, elle s'en est remise à plus grand et pour plein de raisons qui sont les siennes et qui lui appartiennent et je me dis que peut-être les mots que l'on a échangés dans cette conversation de comment est-ce que je peux m'accompagner dans le processus? Comment je peux faire en sorte que ce processus, je m'y reconnaisse, je m'y sente, actrice, je me sente en responsabilité, je me sente en je sais pas quoi d'ailleurs, les mots qui seraient justes. Peut-être que les parcours de PMA seraient aussi perçus différemment. Bah, ça ramène à la question du être, où je disais tout à l'heure qu'en fait, on est beaucoup dans le faire dans ce parcours. On est beaucoup parce que le faire nous renvoie à cette dimension de contrôle, hein, et de responsabilité et ça apaise les esprits quelque part, hein, parce que finalement, si je suis responsable de ce qui m'arrive, ça veut dire que si c'est à cause de moi ou que je suis responsable, ça veut dire que la fois prochaine, je pourrais faire autrement et donc je pourrais faire en sorte que ça marche. Il y a une vertu à la culpabilité, à la responsabilité finalement pour notre, système nerveux et notre mental. Pas forcément pour nos émotions, mais pour ce qui se passe là. Hem, mais en fait, on se pose pas souvent la question de comment être dans ce parcours. Et moi, c'est ce que j'ai envie vraiment de pouvoir de plus en plus accompagner dans ces sujets-là parce que c'est une vraie dimension. Comment être dans ce parcours médical? Comment traverser ce parcours? Et comment répondre à toutes, nos questions, enfin si tant est qu'on puisse y répondre. En tout cas, essayer de cheminer, de processer sur tout ce qui nous traverse de plus grand que juste un parcours médical. Parce que les femmes, elles sont traversées par des milliards de questions existentielles, beaucoup plus que des questions médicales finalement et il y a pas d'espace, on n'en fait pas souvent grand-chose. Alors que je crois que c'est là aussi où il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des nœuds et dans notre corps aussi parce que tout ce qu'on ne libère pas, ben ça va quelque part, soit dans le corps, on somatise, soit dans l'inconscient et je crois que la question du être, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que c'est tellement un parcours qui est existentiel qu'on peut pas le mettre de côté. C'est trop difficile finalement de le mettre de côté. C'est difficile de rentrer dans ce cheminement thérapeutique, mais en même temps, c'est tellement libérateur à un moment donné. Parce qu'on se dit: «OK, j'y vais alignée dans ce parcours, j'y vais avec qui je suis, mon mental, mes émotions et mon corps sont alignés, et du coup, j'y vais beaucoup plus sereine» et je crois que ça a pas de prix et ça a pas de prix pour la suite aussi. Quand, qu'on devienne maman à travers la PMA ou que ce bébé n'arrive pas, parce que c'est aussi la réalité. Je crois que quand on a travaillé justement sur tout ça, sur comment être, sur nos blocages, sur où est-ce que ça se joue pour nous, c'est quoi pour nous en fait devenir mère, c'est quoi pour nous le désir d'enfant, quelle est ma place, me défaire des croyances, me défaire des nœuds, de tout ce qui peut se passer autour, parce que l'entourage peut être très pesant aussi dans ce projet-là. Bah, en fait, ça nous permet de passer à l'étape d'après aussi avec plus de force intérieure. Parce qu'on a déjà cheminé sur tout ça et moi je crois que, tout ce qu'on règle pas avant, de toute façon, va nous suivre dans l'après et à un moment donné alors après, enfin, c'est pas qu'il faut parce que chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qu'il veut, ce qui est OK pour lui, mais je crois que, dans tous les cas, ça nous poursuit. Donc, il y a aussi quelque chose de ouais, de libérateur pour notre vie, en fait, que de venir poser ces sujets dans le être et qu'est-ce que ça vient chambouler pour moi? Pourquoi ça me chamboule ainsi? Et qu'est-ce que je fais de tous ces chamboulements, quoi?
Merci infiniment pour, la qualité de ta réponse. Elle m'a beaucoup touchée. Moi, ça me faisait aussi écho à j'ai une question que j'aime bien poser en accompagnement, c'est de quel espace ça part? Quand tu choisis une direction, une trajectoire, d'où est-ce que ça part? Et on vient de nommer l'être et le faire, le lâcher prise, l'accueil et le contrôle. Et ce parcours de PMA, il peut s'inscrire dans les 2. Vraiment, tu peux avoir ce choix de vouloir et de sentir que c'est d'un espace de contrôle et c'est OK, enfin, il y a pas de jugement encore là-dedans. Mais ça peut aussi être: «Tiens, en fait, ben, peut-être que maintenant, puis à la lumière de cet échange, OK, mais peut-être c'est la suite de ma trajectoire et j'y vais depuis un autre espace, un espace où j'accueille et où je me sens, guidée par ça». Ce qui est, ouais, je crois très précieux pour la suite du chemin de savoir d'où ça part. Et ça veut aussi dire que quand ça part depuis un espace, ça peut aussi changer au fur et à mesure. En fait, on peut être complètement prise dans le processus et puis se dire: «Bah, en fait, je me suis jamais posé cette question d'où ça part» et puis simplement en conscience, enfin prendre un temps, une respiration et se dire: «OK, bon, bah, maintenant, je choisis, d'où ça part». Voilà, j'avais envie de faire ce lien-là et j'avais aussi envie de te proposer de mettre en lumière l'axe là où tu mets ton énergie, toi, maintenant, dans tes accompagnements, parce que tu t'adresses aux professionnels de santé. C'est l'objet de la story que j'avais vue d'ailleurs et qui m'a fait, te contacter en me disant: «Ah, Célia, il faut qu'on parle». Est-ce que tu serais d'accord pour nous en parler? Bien sûr. Je crois que j'arrive aussi à un moment dans mon projet où j'ai envie de sensibiliser, en fait, les professionnels de santé à ces enjeux-là. Parce que, beaucoup de femmes et moi la première, parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je suis toujours en parcours PMA pour un deuxième bébé. J'ai eu un petit garçon qui a près 6 ans bientôt. Donc je suis toujours, patiente. Donc je suis experte, je suis patiente experte, je suis thérapeute, mais je suis patiente et je vois, on me raconte tous les jours à quel point des fois on peut être démuni face à des professionnels qui, hem, ne mesurent pas l'envergure des enjeux psycho-émotionnels de ce parcours. Alors, c'est pas grave dans la mesure où eux, ils sont dans leur prisme du faire, d'accord? Et en même temps, c'est important de les sensibiliser à juste qu'ils comprennent ce qui se joue pour pouvoir aussi adapter leur réponse s'ils en ont envie ou orienter. Parce qu'aujourd'hui, en fait, bah, quand on va voir un médecin, déjà les médecins, ils ont, de moins en moins de temps, de plus en plus de patientes. Il y a de plus en plus de patientes, en et de patients en PMA, mais il y a pas plus de gynécologues, PMA, il y a pas plus de centres, il y a pas plus de moyens. Donc ça, c'est une réalité et là, je reprends ma casquette de juriste en droit de la santé où j'étais, fédération employeur, où je voyais bien toute la dimension administrative, pour pas dire, autre chose, financière aussi, hein, de toutes ces problématiques de santé. Donc c'est important de l'avoir en tête. Ils ont pas le temps des fois, voilà, d'aborder tous ces prismes-là. Il y a des médecins qui sont beaucoup plus, empathiques que d'autres, mais de par leur personnalité, d'accord? Pas de par, leur formation. Mais c'est important qu'ils comprennent pour pouvoir aussi orienter vers les bonnes personnes pour pas laisser cette dimension du être et tout ce qu'on se disait, bah, dans la nature, en fait. Parce qu'eux, ils sont là pour essayer de faire un bébé, OK? Et il y a aussi des patientes qui attendent de leur médecin un accueil de l'ordre de cette dimension psycho-émotionnelle. Donc il y a aussi quelque chose à réguler de dire: «OK, bah, en fait, un médecin, il est pas forcément là pour ça. C'est pas forcément OK d'attendre ça de son médecin. Par contre, il y a d'autres espaces qui existent pour accompagner. Donc ça, c'est pour la partie médicale, mais il y a aussi les infirmiers, il y a aussi les pharmaciens, il y a aussi les kinés, il y a aussi les sexologues, il y a aussi les psychologues finalement, qui, ont pas forcément toujours en tête ces enjeux-là, parce que c'est un parcours qui est très spécifique, avec des enjeux qui sont très spécifiques et moi, j'ai à cœur de pouvoir en parler pour que les femmes, quand elles arrivent dans ces espaces-là, bah, se sentent comprises parce que moi j'ai pu partir de ces espaces parce qu'en fait, bah, j'en avais marre d'expliquer ce que c'était, un transfert, d'expliquer ce que c'était une FIV, d'expliquer ce que c'était mon protocole. Alors, je demande pas bien sûr que tous les professionnels connaissent tout sur le bout des doigts, mais d'avoir déjà une sensibilité à ce que c'est la PMA, comprendre et ensuite de dire: «OK, il y a des enjeux psycho-émotionnels spécifiques et c'est important de l'avoir en tête pour que la personne qui arrive se sente comprise et englobée pour pouvoir être accompagnée». Ce dont moi j'ai beaucoup manqué, et ce que je crois en tout cas, manque beaucoup de femmes.
Donc aujourd'hui, j'ai envie de développer ça. Alors, je commence à peine là, les stories que tu as vues, c'est des prémices parce que on est venu me chercher sur ces sujets-là et je me suis dit: «Mais en fait, c'est tellement OK pour moi». Donc j'ai envie de pouvoir développer cette sensibilisation aux enjeux pour que, les professionnels, puissent adapter leurs pratiques à ça. Pour que les femmes, et les hommes, parce que c'est pas que les femmes, les hommes, même si c'est quand même beaucoup les femmes, les personnes en tout cas concernées par ce parcours, bah, se sentent, soutenues, comprises, accompagnées et avec des outils adaptés. Je pensais aux pharmaciens par exemple, où quand on va chercher nos protocoles en pharmacie, on peut être très vulnérable, surtout quand c'est la première fois. Voilà, on a des questions, on comprend pas tout. C'est quand même au début, c'est quand même alors après on devient expert, mais au début, c'est quand même, faut se piquer, il y a plein de piqûres différentes, il y a des dosages, des fois il y a des mélanges à faire, enfin, c'est quand même pas rien et des fois les, pharmaciens eux-mêmes peuvent être démunis face à ces ordonnances-là, face aux questions des femmes, voilà, parce qu'ils savent pas trop comment accueillir ça et en fait, pour tout le monde, ça pourrait être beaucoup plus confortable si, de part et d'autre, finalement, on était, sensibilisés à ce parcours qui devient de plus en plus important dans nos sociétés. Donc j'ai très envie de développer ça. Je commence un peu et j'ai envie de mettre mon énergie aussi sur, ce sujet de la formation. A priori, c'est déjà bien vivant, hein. En tout cas, sur un plan vibratoire, c'est vraiment l'appel, moi, que je ressens, et ça prendra le temps dont c'est nécessaire, mais je sens que cette conversation et le fait qu'on nomme, qu'on prenne conscience de cette dimension-là, c'est aussi faire du lien et peut-être que c'est ce qui manque aujourd'hui à certains égards dans le milieu médical, en tout cas tel que je le perçois. C'est à quel point finalement, il y a pas de pont toujours entre les approches qui sont des approches, différentes, qui sont pas forcément toujours des approches médicales, hein, ni paramédicales d'ailleurs, mais qui sont des approches psycho-émotionnelles et qui comptent en fait vraiment. Et tant qu'on réunit pas ces polarités-là ensemble, alors je pense qu'on se prive de quelque chose. C'est vraiment tout l'objet de Heal the World de mettre du lien là-dedans, de réunir et de faire en sorte que ce qui est d'un espace pluridisciplinaire au service finalement de la vie et du vivant parce que finalement c'est si on dézoome un tout petit peu, c'est vraiment ça, c'est de se mettre au service de l'être humain et de la vie. Même si parfois la vie, c'est aussi la fin de vie et comment est-ce qu'on fait pour avancer ensemble dans cette même énergie mais à plusieurs personnes? Donc je trouve que c'est vraiment, précieux ce que tu proposes et que ça émerge. Enfin vraiment, là, il y a vraiment quelque chose de ce mouvement-là qui est en train d'arriver. C'est beau à voir, à observer que nous y sommes. Ah ouais. Puis tu vois, c'est assez clivé parce qu'il y a la PMA qui est le côté avant et puis quand on a la chance de tomber enceinte, on passe dans le process maternité, mais jamais une fois après on nous demande moi quand j'ai accouché, je pense que personne savait que j'avais fait un parcours PMA. En fait, voilà, bon, bah, voilà, OK, bon, bah, maintenant elle est enceinte et elle passe dans le processus maternité classique. Mais sauf que, voilà, encore une fois, on parlait du être. Moi, dans ce que j'ai vécu, dans mon corps, dans ma psyché et cetera, j'ai traversé le parcours PMA. Donc mon accouchement, le voilà, il y a quand même des enjeux particuliers à avoir ce bébé. Il y a des peurs qui sont particulières parce que je crois qu'on traverse pas une grossesse, c'est pas je crois, j'en suis persuadée, de la même manière quand on a 50 PMA derrière nous, avec des grossesses arrêtées, des choses comme ça, que quand on est tombé enceinte tout de suite et que finalement tout se passe bien, même si la grossesse se passe très bien après une PMA. En fait, tout ça, c'est pas pris en compte et moi, c'est vrai que ça m'avait un peu interpellée de me dire: «Mais en fait, là, personne prend en considération que ce qui se passe pour moi, c'est quand même, quelque chose de très particulier parce que c'est aussi plein de peurs, plein, voilà, ça parle de mes échecs, ça parle de mon identité, ça parle de tout ça et voilà, je pense que les sages-femmes, les médecins sachent que, bah, cette personne-là, en fait, qui est en train d'accoucher, bah, en fait, ça fait peut-être 10 ans qu'elle attend son bébé. Bah, je trouve que c'est quand même pas pareil que notre parcours. Ça veut pas dire que c'est moins important. Ça veut juste dire que la prise en charge peut-être psycho-émotionnelle de ce moment-là, hem, pourrait être différente ou en tout cas, c'est important, je crois, de l'avoir à l'esprit en tant que soignant, accompagnant du dossier ou du parcours de vie de la personne. Et pareil quand, j'ai fait, une grossesse arrêtée, quand je suis, arrivée, à l'hôpital, j'ai une sage-femme qui m'a demandé, j'en souris parce que c'est qui m'a posé comme question: «Mais vous le vouliez vraiment ce bébé?»
comme si elle cherchait quelque chose pour me dire: «Bah, c'est pas grave en fait, peut-être que vous le vouliez pas vraiment». Bah, alors qu'en fait, ça fait des années que je suis en parcours PMA et que je me pique tous les jours, et en fait cette question, je me suis dit: «Waouh, ça a été super violent dans ce que je vivais à ce moment-là», et je me suis rendu compte comment ça pouvait être décorrélé et qu'en fait, il aurait été important que la sage-femme qui m'accompagne à ce moment-là dans ma grossesse arrêtée sache que j'étais en parcours PMA et que ça faisait des années que j'attendais cette grossesse et que pour moi, le deuil que j'étais en train de traverser, c'était pas rien du tout. Voilà, et donc c'est aussi prendre en compte, toute cette dimension-là dans l'accompagnement médical, et pas que, et paramédical et cetera. Mais, voilà, je et encore une fois, le nombre de patients qui me disent: «Mais moi, je suis allée me faire mon curetage au service maternité et j'entends des femmes accoucher, j'entends des cris de bébés et moi, je suis en train de perdre le mien». C'est d'une violence, psychologique énorme et de ça, on n'en fait rien. On fait rien et je crois qu'il y a aussi quelque chose à faire bouger là-dessus, parce que c'est assez violent. Mmh mh. C'est violent, tout court. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas très à l'aise avec, ce qui est violent émotionnellement et avec, ce qui impacte sur le plan de la psyché et de l'émotion. Mais que des espaces comme ceux que tu offres proposent de questionner et d'ouvrir un réel débat. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire effectivement. Mais depuis quel espace ça part? Est-ce que ça part d'une volonté de prendre soin et d'avoir des moyens et de mettre, de l'espace et du temps, tu vois, dans les processus de deuil en particulier, je trouve qu'il y a quand même une course à aller bien et aller mieux très vite. Bon, je sais pas pourquoi, mais j'ai cet exemple-là de ma cadre de service qui m'appelle 3 jours après le décès de mon mari pour me dire quand je reviens travailler. Il y a quelque chose qui aujourd'hui, bon, ça manque de sens cruellement et potentiellement, il y a vraiment des espaces à jouer de se réapproprier ce temps-là et de ramener de la vie là-dedans parce que c'est violent, parce que c'est brutal, mais c'est vivant et ça sera peut-être l'objet d'autres conversations. Tu m'ouvres, cha chacune on se renvoie Ouais. à des espaces, mais j'aimerais bien qu'on évoque, si c'est d'accord pour toi et ça sera probablement l'objet de ma dernière question, c'est la place des hommes là-dedans, dans dans cette histoire, dans ce parcours-là. Quelle place ils prennent? Quelle place ils ont? Ils ont une place qui est pas simple. Ils ont une place qui est pas simple parce que, ils sont à côté et en même temps, ils sont tout autant dans l'attente. Le parcours médical, en tout cas, questionne très peu les hommes, même si on va investiguer leur fertilité. Finalement, on va pousser les examens un peu à la fin, côté masculin, et on va beaucoup s'adresser aux femmes. C'est la femme qui porte la vie, c'est la femme qui subit ce parcours, c'est la femme qui traverse la PMA. Le conjoint est à côté. Alors, ce que je peux observer, c'est qu'il y a un petit peu 2 mouvements, en tout cas, que j'observe. Il y a les hommes qui vont beaucoup souffrir de ça, de pas être pris en compte, de pas, d'avoir de la culpabilité et cetera, heu et en même temps, ils vont se dire: «Bah, moi, je dois être fort pour ma femme qui, elle, subit, qui, elle, traverse et finalement, je peux pas me plaindre. Donc moi, mon rôle, c'est d'être fort». Ce côté un peu masculin où moi, mon rôle, c'est d'être fort, donc voilà, je suis là, je suis à côté, j'aide, mais finalement, tout ce que je ressens et tout, c'est tellement rien comparé à ce que elle subit. Et puis après, il va y avoir des hommes un peu plus désinvestis, alors, pour lequel des fois, la question du désir, peut être, inéquitable avec, leur conjointe. Je peux observer ça, hein, des fois des femmes qui arrivent en séance qui observent en fait on n'a pas le même désir. Parce qu'aussi aujourd'hui on a plein de nouveaux schémas de famille aussi, hein, qui arrivent. Donc, par exemple des femmes qui vont, se mettre en couple avec des hommes qui ont déjà des enfants, des enfants grands, pour qui la question du troisième, du quatrième enfant, bah, eux, c'est pas trop leur sujet, mais ils vont y aller, pour leur femme parce qu'elle, elle désire, et donc du coup, il y a une implication qui est différente. Ça veut pas dire qu'ils désirent pas, mais ils désirent différemment en tout cas, du coup ça va pas vibrer sur la même échelle, que les femmes dans ce qu'elles vivent. Et il y a des hommes pour qui c'est très difficile, et j'ai quelques hommes en séance qui viennent quand même déposer. J'ai des couples parfois, même si c'est très rare, mais quand ils viennent, c'est très intense. C'est-à-dire qu'on parle du désir de maternité, mais le désir de paternité, c'est quand même aussi quelque chose qui
transcende, et qui vient bouleverser aussi tout ce qu'ils sont. Dans, aussi quand même le poids qu'il peut avoir sur eux de la nouvelle génération, même si notre société a évolué, mais de perpétuer le nom, devenir père de famille, chef de clan. Il y a quand même ce truc un peu dans chez les hommes de, voilà et qui est important de venir aussi accompagner, de venir déposer et de surtout, se demander, quelle est leur place et comment accompagner leur conjointe. Ils sont pas toujours très à l'aise avec ça. Il y a aussi beaucoup de tabous dans les couples, hein, de ce que je ressens dans ce parcours et c'est très important d'ouvrir un espace de communication. Parce que souvent, on peut se sentir très vite désaligné dans son couple en parcours PMA parce qu'on vit pas les mêmes choses de la même façon en même temps. Mais c'est pas grave. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est pas grave et c'est normal. On peut pas vivre, les choses de la même manière en même temps tout le temps parce que, ben, on est 2 personnes différentes, qu'on traverse les choses différemment a et on les traverse avec qui on est et qu'on va à son rythme. L'important, c'est d'ouvrir des espaces pour en parler. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que moi je vis? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes attentes? Quelles sont mes demandes? Comment on peut y répondre? Comment on peut s'écouter dans qui on est, dans ce qu'on traverse? Et souvent, ça crée des tensions, alors qu'on peut se sentir pas compris, plus aimé, et cetera. Alors qu'en fait, c'est juste une question de comment je traverse mes émotions à ce moment-là et de quoi j'ai besoin. Et il y a des personnes, alors c'est plutôt masculin, qui vont avoir besoin de se retirer et de vivre ça un peu dans leur tanière, de pas trop en parler parce que c'est difficile. Et les femmes, souvent, elles vont avoir cette attente de justement, en parler, de libérer, de poser le sujet. Et voilà et c'est juste de trouver une façon de se retrouver là et d'ouvrir un espace pour dire: «OK, bah, comment tu vis ça, en fait? Qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est quoi ton besoin?» et c'est important de respecter les besoins de chacun, dans ces moments-là. Donc la place des hommes, elle est pas simple. Ça bouge un peu. Il y a des hommes qui commencent quand même à en parler, de prendre la parole, donc ça brise un peu les tabous. Ça brise un peu aussi ce côté virilité. C'est un peu compliqué de dire que, bah, je suis infertile, quand même ce truc encore hein, dans notre société de la virilité. Donc ça bouge, mais ça bouge lentement. Mais c'est important, en tout cas moi dans la communauté, alors j'ai des fois des hommes en séance individuelle, mais dans la communauté, je leur dis aux femmes, voilà, si vous pouvez inviter vos conjoints ou vos conjointes, hein, parce que la place des femmes Merci. homosexuelles aussi, bah, elle est pas simple aussi parce que, bah, il y a le choix de décider qui porte et puis, bah, quand je suis à côté, comment j'accompagne et cetera. De dire, ils peuvent passer la tête et puis il y en a, de temps en temps qui passent la tête dans des lives, qui viennent écouter. Il y en avait un, qui était là tout le temps, et je trouvais ça trop chouette qu'il vienne écouter. C'était pour lui aussi un moyen de soutenir, sa femme et puis un moyen bah, de processer sur ce qui se passait pour lui. Que, c'est un sujet autant masculin que féminin, en fait, la PMA et c'est un sujet identitaire pour, les 2 personnes du couple, les 2 parties prenantes donc c'est important, de prendre soin aussi, de l'autre et de prendre soin de soi quand on est à côté. Merci beaucoup pour, ce que tu as déposé et d'avoir nommé effectivement les des partenaires femmes qui accompagnent, leur conjointe ou leur épouse parce que ça me paraissait important de le faire et de le nommer et qu'elle soit, reconnue aussi dans cette place. Célia, c'était un bonheur cet échange. Merci beaucoup pour, la qualité de ta présence et puis la richesse de ton parcours. Je te propose de prendre l'espace pour que tu puisses partager ce qui est de tes actualités et des espaces auxquels on te retrouve. Alors, bah, vous me retrouvez sur, l'Odyssée fertile, vous pouvez, réserver des séances individuelles de libération psycho-émotionnelle, avec moi où justement là, on va travailler sur ce que vous traversez, en tout cas ce que les femmes traversent, les hommes traversent, les couples traversent, pour venir justement débloquer. Et moi, j'aime beaucoup, travailler avec des dessins, de la construction, du collage, des cartes pour venir travailler avec l'inconscient parce qu'il y a tout ce que l'on nomme et tout ce que l'on nomme pas. Donc à travers un dessin, à travers, des cartes, on va un peu plus loin pour comprendre, ce qui se passe et dans ce que l'on vit. Donc ça, c'est vraiment l'espace individuel et thérapeutique et puis ensuite, il y a tout l'espace communautaire où là, il y a un groupe d'entraide, des outils en ligne, et des live experts, dans lesquels, voilà, on peut venir poser des questions ou on peut venir expérimenter des pratiques, aussi. Donc là, c'est une dimension qui est pluridisciplinaire et qui est collective. Donc voilà, c'est vraiment
2 pans, d'accompagnement que je propose qui sont complémentaires et d'ailleurs vous pouvez enfin en tout cas, les personnes peuvent, allier les 2 puisqu'aujourd'hui j'ai un forfait qui permet d'allier l'aspect communautaire et pluridisciplinaire à l'aspect individuel. Voilà et puis j'ai des idées en ce moment je suis en train de travailler sur des programmes, pour traverser l'attente justement et travailler sur ce lâcher prise avec, des exercices thérapeutiques, des audios et cetera et puis, la formation qui est en train de germer en moi et qui j'espère, prendra, comme je le souhaite. Tu pourras nous redire, hein, enfin, en tout cas me redire et je me ferai le relais de cet espace de formation quand il sera disponible. Merci infiniment Célia. Merci beaucoup, Barbara. À bientôt. À Au bientôt. revoir.